Donc voilà, pour ce très beau documentaire sur un centre de santé de Saint-Denis, au Franc-Moisin, qui s'appelle très joliment Place Santé. Et le titre de ce film, La Relève, illustre parfaitement ce que nous venons de voir. Voilà un médecin qui s'apprête à partir à la retraite avec d'autres et qui transmet le flambeau à de jeunes médecins qui arrivent à Saint-Denis, qui s'inscrivent dans la même lignée, mais qui vont exercer la médecine autrement, pas chacun de leur côté, mais ensemble, dans un centre de santé, et eux seront salariés. En médecine, quand la relève se fait, elle ne se fait pas forcément à l'identique, et puis elle peut se faire de multiples façons, et il peut y avoir aussi des endroits où elle ne se fait pas du tout. Et ça va être le débat que je vous annonce, les déserts médicaux et le médecin de demain. Michel Chassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directement concerné par ce qui va être un des grands débats de ces prochaines semaines, parce que la ministre Marisol Touraine a annoncé qu'elle allait ouvrir une consultation sur le sujet. Vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux, c'est le premier syndicat de médecins. Vous défendez la médecine libérale, vous vous insurgez quand vous entendez dire qu'il n'y aurait pas assez de médecins, et vous vous insurgez encore plus quand vous entendez dire qu'il faudrait pénaliser les médecins qui s'installent dans des régions où il y en a déjà beaucoup. Hervé Moret, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes homme politique, vous êtes sénateur, et manifestement le Sénat pense que la question des déserts médicaux est importante, puisque vous avez décidé, il y a quelques mois, de constituer sur ce sujet un groupe de travail qui est présidé par le sénateur socialiste Jean-Luc Fichet, et vous qui êtes sénateur UDI de l'Eure, vous en êtes le rapporteur. Didier Ménard, bonjour. Bonjour. Alors vous, il n'y a pas besoin de faire les présentations, n'est-ce pas, puisque vous êtes le héros du film qu'on vient de voir. Je peux quand même préciser que vous êtes médecin à Saint-Denis depuis 32 ans, et que la préoccupation que vous avez d'assurer la relève ne vaut pas seulement pour Saint-Denis, puisque vous êtes par ailleurs le président de la Fédération des maisons et pôles de santé d'Île-de-France. Dans un instant, se joindra autour de cette table un autre médecin qui est aujourd'hui consultant santé, Monsieur Despinois, qui donne des conseils au département, aux maires, aux professionnels de santé sur la manière d'organiser les soins. Mais évidemment, on va commencer avec vous, Juliette Warlop, qui est la réalisatrice de ce documentaire. Le centre de santé qu'on a vu existe depuis plus d'1 an, mais vous étiez là le jour de l'inauguration. Oui, donc vous étiez dans la confidence. Vous l'étiez depuis combien de temps, en fait? En fait, ça fait 2 ans et demi que j'ai rencontré l'équipe de la future Place Santé. Donc à l'époque, on travaillait encore de manière un peu pas tout à fait concrète sur l'élaboration de ce centre de santé. J'ai assisté à toutes les étapes. J'ai assisté à la première réunion dans laquelle on réunissait des jeunes médecins qui étaient intéressés par le projet. Et dès le début, on en a parlé. Dès le début. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes médecins qui sont venus à la première réunion sont restés. Et ce sont les jeunes médecins qu'on voit dans la Place Santé aujourd'hui. À un moment, est-ce que vous avez douté que le centre de santé verrait le jour? Ah non, jamais. Jamais, parce que voilà, il y avait une volonté extrêmement forte de monter cette Place Santé, de monter ce centre de santé. À l'époque, on appelait ça une maison de santé de proximité. On ne savait pas exactement quel statut ça allait avoir. Ça aurait pu être une maison de santé. Après, pour des raisons statutaires, c'est devenu un centre de santé communautaire. Mais maison de santé ou centre de santé, j'ai l'impression que c'est le même combat. Dans ce documentaire, vous filmez pas seulement les médecins, vous filmez aussi les patients. Oui. C'est très intime, la santé. Est-ce que ça a été compliqué? Ça n'a pas été compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas des patients qui vous ont dit non, madame, vous, avec une caméra dehors?
Ah bah, évidemment, à chaque fois, je demandais l'autorisation aux personnes. J'étais très étonnée parce que les gens, en général, me donnaient très très facilement l'autorisation de filmer. Ils me faisaient confiance. Il faut dire que ça faisait longtemps que je traînais dans les Francs-Moisins, que je faisais de la maison. Un petit peu, oui. Et je pense que ça a permis d'être accepté plus facilement et que ma caméra soit acceptée plus facilement. Alors, je peux ajouter que je tenais à tourner seule à chaque fois que j'ai tourné dans la place santé, dans les cabinets des médecins, j'étais toute seule. Donc c'était un petit peu plus souple et j'étais un petit peu plus discrète que si Alors il y a une femme l'équipe. dont on ne voit pas le visage, Oui. et c'est très compréhensible, hein. C'est la femme qui témoigne des violences qu'elle subit de son compagnon. Oui. Elle vous a demandé à ce qu'on ne la voit pas. Elle était d'accord pour que je la tourne. C'est vous qui avez décidé. C'est moi qui ai décidé pour la protéger. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus? Donc, finalement, en réalisant ce documentaire, qu'est-ce qui vous a étonné le plus? Pas étonné, mais ce qui m'a frappé, c'est la profonde humanité des gens. Voilà. L'humanité des médecins, l'humanité des patients. Enfin voilà, c'est des gens très très attachants, quoi. Vraiment extrêmement attachants. J'ai rencontré des très belles personnes tout au long du tournage, et c'est ça que j'ai eu envie de laisser transparaître dans mon film. Vous avez tourné probablement dans les semaines qui ont suivi l'inauguration, dans les mois qui ont suivi l'inauguration. Là, un an après, c'est différent. Qu'est-ce qui fonctionne le moins bien un an après? Je ne saurais pas vous dire ce qui fonctionne le moins bien. Ça fonctionne bien. Vraiment, je pense que le centre de santé remplit ses objectifs. Il y a eu 6600 consultations en un an. Oui. C'est pas mal. Ah, il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser. Mais pourquoi dans votre documentaire on ne voit que des femmes et des enfants? Ah oui, alors on me pose toujours la question. Ah ben c'est quand même frappant. Oui, parce qu'il y a très 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 peu d'hommes qui fréquentent ce centre de santé. C'est vraiment frappant. Ce sont les femmes qui viennent. Des hommes, j'en ai filmé évidemment, mais dans l'immense majorité, ce sont des femmes et des enfants qui fréquentent ce centre. Alors, on peut l'expliquer par le fait que les 3 médecins femmes font de la gynécologie, et la gynécologie, il n'y en a pas dans le quartier. Si on veut avoir une consultation en gynécologie, il faut attendre plusieurs mois. Donc, il y a énormément de femmes qui sont venues consulter, et puis en plus ce sont des femmes qui leur proposent la gynécologie, ce qui est quand même vraiment très très important pour beaucoup de cultures dans le quartier. Donc il y a ça, et puis la plupart du temps ce sont les femmes qui s'occupent de la santé de leurs enfants, donc voilà. Mais les hommes quand ils sont malades, ils vont ailleurs qu'au centre de santé. Alors on peut penser que les heures d'ouverture qui sont de 9h à 19h sont peut-être pas forcément complètement adaptées à des horaires de travail qui sont souvent très décalés, voilà. Mais les médecins se déplacent, on en voit se déplacer. Oui, ils se déplacent, mais ils se déplacent peu, vraiment pour les gens qui peuvent absolument pas se déplacer. Alors, quand ils parlent du docteur Ménard, les jeunes médecins disent Didier. Oui. Mais franchement, on voit que c'est lui le patron. Enfin, on a l'impression que c'est lui le patron, c'est lui le chef, même s'il n'est pas... c'est pas le chef. Non, alors le principe de la place santé, et c'est ça que je trouve absolument remarquable, c'est que chacun est considéré à la même échelle. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie. Initialement, on peut avoir l'habitude que le médecin, c'est le chef. Et à la place santé, tout le monde, chaque voix compte à égale part. Les médiatrices, les secrétaires, les médecins, ils ont tous voix au chapitre de la même façon. Hervé Mouret, là, vous venez de voir ce documentaire, vous êtes homme politique, qu'est-ce que vous en retenez? J'ai trouvé ce documentaire très intéressant, je ne le dis pas parce que madame est en face de moi, à la fois parce qu'il montre le problème de démographie médicale en zone urbaine, et c'est vrai que très souvent, moi je suis moi-même un élu rural, on parle où on a plus présent à l'esprit les problèmes des déserts médicaux en zone rurale, et là on voit bien que le problème se pose aussi en région parisienne. Ensuite, ça montre bien, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, que c'est utile d'avoir ce qu'on peut appeler des pôles santé, et que les pôles santé, à mon sens, ça ne peut fonctionner que lorsqu'il y a des médecins qui sont dès l'origine partie prenante du projet. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les élus, très souvent, pensent que c'est la panacée, et ça n'est certainement pas la panacée. Et puis, on voit bien dans ce reportage que les médecins ont de plus en plus besoin de travailler en groupe, et ne veulent plus travailler seuls,
et qu'en même temps, cette nouvelle génération de médecins est très attachée à avoir des horaires qui ne soient pas sans fin. Je ne sais plus qui dans le reportage, à un moment, dit travailler plus de 35 heures, non merci. Et autre élément, dernier élément, parce que je sens que vous impatientez déjà, mais les hommes politiques sont non, mais bavards, en fait, vous annoncez le programme, donc c'est formidable. Autre point que j'ai apprécié aussi, enfin qui m'a beaucoup intéressé, c'est une remarque du médecin, l'homme, qui fait remarquer, et ça c'est un point je pense sur lequel on reviendra dans le débat, qui met le doigt sur une lacune de la formation en disant on n'est pas formé d'un point de vue psychologique à mener les consultations. Et ça, à mon avis, la faille ou les failles de la formation des futurs médecins, c'est quelque chose que je découvre chaque jour au cours de mes auditions, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Et on va débattre de tout ce que vous venez de dire. On va écouter, pour lancer le débat, on va écouter ce que disait dans le documentaire Maxime, le docteur Maxime Catris, comment il est devenu médecin à ce centre de santé. Dans la dernière année de mon internat, j'ai fait des remplacements chez Didier. J'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé les gens aussi. Donc je pense que travailler en milieu populaire et avoir la chance de pouvoir avoir cette réponse globale pour la santé des gens, c'est ça qui était motivant pour venir à Saint-Denis. Clairement, les jeunes médecins généralistes peuvent s'installer là où ils veulent. Même à Paris, on peut trouver de la place pour s'installer. Dans le 18e, il manque de médecins. Dans le 19e, dans le 20e, je pense aussi. On peut trouver très facilement des endroits où on peut s'installer ou reprendre des patientèles. Il y a plein de médecins qui s'en vont et qui ferment leur cabinet et il n'y a personne derrière. Dominique Despinois, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai annoncé que vous alliez vous joindre à ce débat. Vous êtes médecin, vous avez exercé la médecine une vingtaine d'années comme médecin libéral, mais donc aujourd'hui vous êtes consultant santé, vous donnez des conseils sur l'organisation des soins et vous faites la pub, je peux dire les choses comme ça, en tout cas vous dites beaucoup de bien, des maisons de santé auxquelles vous venez de consacrer un petit livre en disant que c'était une urgence citoyenne. Avant qu'on débatte, juste avant qu'on débatte, là on a vu un centre de santé, vous faites la pub des maisons de santé. Qu'est-ce qu'il y a de commun et de différent entre les centres de santé et les maisons de santé qui se multiplient, hein? Alors je pense il faut regarder le passé, le présent et l'avenir. Le passé, il y avait des grosses différences dans l'histoire. Le présent, il n'y a plus beaucoup de différences, sauf dans les modes de gestion. Demain, il n'y aura plus de différences. Ce qu'il faut promouvoir, et je ne fais pas la pub simplement des maisons de santé, c'est des exercices regroupés. Ce sont des médecins qui décident de travailler en commun, mais ce n'est pas seulement ça. Non, parce que c'est basé sur un projet de santé, c'est effectivement une vision un peu territoriale, c'est une vision d'organisation qui amène une plus-value dans les soins, et ça c'est extrêmement important. Et dans les maisons de santé, on va vraiment jusqu'à apprendre ou à inviter les femmes à faire de la bonne cuisine pour la santé, comme on l'a vu là? Non, c'est vrai que là on est dans ce reportage, on voit aussi un projet qui est un projet de santé communautaire avec une implication très forte dans le même lieu d'action, de prévention, d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique. On peut se dire quand même qu'il existe des expériences similaires en proximité parfois des maisons de santé, dans des villes, où il y a des ateliers santé-ville par exemple, hein, dans des endroits où il y a des cultures associatives ou portées par des élus qui permettent d'avoir la même chose en termes de pôle, et on n'est pas dans le même endroit, mais le résultat s'approche. Alors, on va voir si c'est une réponse possible aux déserts médicaux, mais d'abord, il faut qu'on parle des déserts médicaux. Monsieur le sénateur, vous avez créé un groupe de travail sur le sujet. Donc, et vous y réfléchissez déjà depuis plusieurs mois. Il est où le problème des déserts médicaux, pour vous ? Est-ce qu'il y a un problème et il est où? Il y a un problème qui est très important, puisqu'aujourd'hui, on a des territoires sur lesquels on a un nombre de médecins qui est manifestement insuffisant, avec tout ce que ça implique ensuite comme conséquence en termes d'accès à la santé. La santé, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, qui est tout à fait essentiel. On manque de médecins, principalement dans les zones rurales, mais on le voit dans le reportage, ça peut arriver aussi dans certaines zones urbaines ou périurbaines. Et quand vous devez attendre des mois et parfois pour des spécialistes plus d'un an. Il y a une étude récente du FC Que Choisir qui montre que pour certains rendez-vous de spécialistes, il faut attendre 18 mois. Donc c'est évidemment pas tolérable parce que derrière tout ça, il peut y avoir des conséquences graves en termes de santé. Quand vous attendez un an pour avoir un rendez-vous, vous pouvez avoir une pathologie qui s'aggrave. Hein. Je parle sous le contrôle de 3 médecins qui ne me démentiront pas au moins sur ce point. Quand après vous attendez encore un certain nombre de semaines ou de mois pour avoir des examens complémentaires ou aller consulter un autre
médecin, eh bien, il peut y avoir des dégâts et des conséquences irréparables par rapport à votre santé. Donc c'est extrêmement grave. Pourquoi vous, à la Confédération des syndicats médicaux, vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a des déserts médicaux? Attendez, la Confédération, nous reconnaissons qu'il y a des déserts médicaux. Le diagnostic, nous le partageons. Là où nous divergeons, c'est sur la thérapeutique, si j'ose dire. C'est le traitement. Que faire face, effectivement, à des déserts médicaux? Mais j'irai même plus loin, monsieur le sénateur. Ce sont des déserts médicaux, ce sont des déserts tout court, très souvent. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement une densité médicale qui est inférieure à celle qu'elle est sur l'ensemble du territoire national, mais également, on retrouve des carences dans les services publics. On retrouve également des carences en ce qui concerne la scolarisation des enfants, le problème des boucheries, le problème des banques, enfin bref, c'est un sujet beaucoup plus global. C'est un sujet d'aménagement du territoire. Médicaux partout. Non, je dis simplement vous contestez qu'il y ait des déserts médicaux partout. Je dis simplement. Comme le dit Que Choisir. Il existe des déserts médicaux. Ces déserts médicaux sont en nombre restreint. On estime approximativement à 5% du territoire national concerné par ces sujets-là. Et on estime que en 2 à 3% de la population est éloignée à plus de 15 minutes, je dis bien, d'un accès primaire en santé, c'est-à-dire en gros le médecin généraliste. Donc il y a un sujet. C'est pas parce qu'il existe 2% qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais de là à considérer qu'il s'agit d'un fléau national, il y a 2 poids 2 mesures, et je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on va voir ce qu'il faut faire, mais il faut d'abord qu'on délimite bien le problème. Didier Ménard, Saint-Denis, est-ce que c'était pas un désert médical? Et ça n'est toujours pas un désert médical avec le centre de santé. J'espère que ça ne sera pas un désert médical, enfin, dans ce quartier-là, parce que nous avons anticipé une situation qui aurait pu déboucher sur un désert. Lorsque l'ensemble des professionnels de ce quartier va partir à la retraite, car c'est une particularité de ce quartier, l'ensemble des professionnels, et je ne parle pas que des médecins, les paramédicaux, les infirmières, les kinés, on est tous de la même génération. On s'est tous installés dans les années 80. Donc nous allons tous partir ensemble, les orthophonistes, et toute l'équipe médicale va partir. Donc si on voulait éviter la phase de désert, il fallait anticiper, car la construction d'une relève, elle ne se fait pas en quelques mois. Elle se construit, elle se réfléchit. Vous avez anticipé, mais vous constatez, Hervé Maurey, on n'a pas anticipé partout. Non, je m'inscris vraiment en faux par rapport à cette volonté de tenter de minimiser le phénomène. Ça ne toucherait que quelques pourcentages, ça ne toucherait que des zones où déjà il n'y a plus rien du tout. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Je suis désolé de le faire, mais je prends l'exemple de mon département, qui est le département de l'Eure, qui est quand même pas au fin fond de la France. On est dernier en matière de démographie médicale. Bon. Et dire que cela finalement serait extrêmement limité, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait inexact. En plus, l'argument de dire on a toujours un médecin à 15 minutes maximum de chez soi, c'est un mauvais critère, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte bien plus, c'est pas la distance kilométrique, c'est le temps d'attente pour consulter un médecin. Peu importe d'être à 15 minutes ou même 20 minutes ou même 25 minutes, si on arrive à avoir accès dans des délais raisonnables. Quand vous attendez des semaines, des mois ou des années pour voir un médecin, c'est évidemment insupportable. C'est contraire au principe d'égalité devant la République. Dominique Despinois, on vous consulte. Est-ce que vous confirmez là ce que voit Hervé Maurey? Il faut faire attention à ce débat uniquement qui est en fait géographique. C'est-à-dire on n'aura plus demain un médecin par village. Ça c'est très clair. Par contre, je suis d'accord avec vous que l'accès à la santé, l'accès aux soins de qualité pour tout le monde est un vrai problème aujourd'hui. L'écart se creuse. Pour autant, pour moi, c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut aussi intégrer dans les déserts médicaux des aspects qui concernent la formation, on va y venir, mais aussi des aspects qui concernent les coopérations professionnelles. On peut imaginer que dans certains endroits, il n'y ait pas le médecin parce qu'il est à 15 minutes dans une maison de santé organisée, ouverte dans la continuité des soins, mais qu'en proximité, il y ait le pharmacien qui a un rôle un peu plus important, les infirmières, qu'on utilise de la télémédecine. Enfin, il y a plein de façons d'envisager sans pour autant tomber dans la question du désert médical. Moi, je rencontre souvent des mères qui veulent leur médecin comme avant, en fait, quelque part. Et ça, je pense il n'y aura plus de médecin de village. Mais ce serait même peut-être une erreur. Cette histoire de médecin du village est tout à fait intéressante. C'est l'image d'Épinal qu'on trimballe. Le sujet du problème de santé publique, c'est pas celui-là aujourd'hui. Le problème, et je suis d'accord, c'est en termes de discipline. On va manquer d'anesthésistes,
d'anesthésistes, de chirurgiens, d'obstétriciens. Il y a effectivement une carence en formation pour les ophtalmologistes, c'est clair. On forme actuellement en ophtalmologiste 80 par an. C'est totalement insuffisant. Dans l'enquête de Que choisir, évidemment, pour avoir un ophtalmo, c'est pas la peine d'avoir un rendez-vous cette année. L'année prochaine, il faut attendre 2014. Oui, mais il faut pas. D'abord, c'est pas toutes les zones françaises sont pas Châteauroux, et en moyenne, on a accès à un ophtalmologiste relativement facilement. Ceci étant dit, non, si on veut trouver, non, docteur, c'est faux ça. Attendez. Si on veut trouver, non, attendez, vous posez des questions, vous permettez que je réponde. Non, mais je vous pose la question. Oui. Si on veut trouver un médecin, non seulement près de chez soi, oui, mais un médecin qui ne dépasse pas... Ah mais c'est un sujet, c'est le sujet qui vient d'être abordé. Qui ne franchit pas les dépassements d'honoraires. Le véritable problème, c'est celui-là, voilà, c'est celui de l'accès aux soins. C'est ça le véritable problème, c'est-à-dire d'avoir finalement, en fonction de sa situation sociale, en fonction de sa pathologie et de l'affection dont on souffre, d'avoir un médecin à qui on a accès. Alors effectivement, le problème des dépassements d'honoraires est un sujet, et il faut le traiter. C'est pas un sujet de répartition géographique, c'est un sujet qui concerne la valeur des actes, la revalorisation de la médecine libérale. C'est un sujet beaucoup plus complexe que cela. Mais ce que j'essayais de vous dire, c'est que oui, il y a des délais trop longs pour consulter en temps ordinaire un ophtalmologiste. Mais en revanche, si vous avez un médecin traitant, et il faut que les Français aient un médecin traitant, 90% d'entre eux en ont un, et ils ont raison. Les 10% qui n'en ont pas, ils ont tort. Il faut avoir un médecin traitant. Et c'est ce médecin traitant qui va vous guider dans le système de soins. Et croyez-moi, si vous avez besoin de voir un ophtalmo en urgence, vous allez voir un ophtalmo en urgence. Les gens ne sont pas, n'ont pas des pathologies qui ne puissent pas être soignées, là, dans les jours qui viennent, sur une affection de type ophtalmo. Il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi. Vous souriez, vous n'avez pas l'air d'accord. Oui, non, mais c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Et je suis d'accord qu'il faut effectivement se questionner sur l'organisation. L'organisation. Alors là, on parle de l'accès aux soins, des difficultés. Bien sûr, par exemple, là où on travaille, on a toute une stratégie mis en place, organisé, pensé, réfléchi pour permettre aux patients d'accéder assez vite, le plus vite possible, à des soins nécessaires au moment où le besoin s'exprime. Mais c'est une organisation. Un médecin seul dans son coin, il a du mal à faire ça et je pense qu'il ne le fait pas. Donc là, on a construit effectivement une organisation. Et donc, on essaye de passer les obstacles. Moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'obstacles se dressent sur le parcours du malade pour aller vers les soins. Et il a besoin d'être aidé, d'être accompagné. Et cet accompagnement, il ne peut pas se faire individuellement par un médecin. Il y a absolument nécessité à penser l'offre de soins de manière organisée autour de l'action collective des soignants et pas que des médecins. On va écouter ce que disait dans le documentaire La Relève, une de celles qui travaille au centre de santé de Saint-Denis, Mathilde Andelauer. Je crois qu'on a vu tous beaucoup de médecins de 50, 60 ans en burn-out, fatigués. Plus ça va, plus t'as de monde qui vient. C'est un effet boule de neige. Et vraiment, nous, on veut pas ça. Et c'est vrai que le salariat, c'est vraiment une protection contre ça parce qu'il y a des horaires. La place santé, à 19h, elle ferme. La secrétaire, il faut aussi qu'elle rentre chez elle, donc on ne va pas continuer à avoir 10 personnes alors que la place est fermée. Ça, c'est vraiment le moyen de se préserver, je pense, le salariat. Et puis, en dehors des aspects pratiques de comptabilité, que tu n'as pas de taper, etc., le fait d'être salarié, c'est une petite sécurité. Alors, évidemment, quand tu bosses en libéral, travailler plus pour gagner plus, ça marche. Plus tu bosses, plus tu gagnes. Donc là, tu peux pas. Donc tu es plafonné, mais travailler 70 heures par semaine, moi jamais. Voilà, Michel Chassan, elle a choisi le statut de médecin salarié, comme dit-on, 9 jeunes médecins sur 10. Vous qui défendez la médecine libérale, là... C'est pas exactement ça, mais peu importe. Son choix est fort respectable et on peut exercer une médecine de qualité, Dieu merci, quand on est salarié. Et on peut même être libéral et avoir l'esprit libéral, même en étant salarié. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un débat. Mais ce qu'elle évoque, cette jeune consoeur, c'est précisément un obstacle à l'accès aux soins. En clair, si aujourd'hui, tous les médecins libéraux devenaient salariés, et se mettaient donc à travailler effectivement non plus 58 heures hors garde comme ils le font aujourd'hui, mais à 35 heures, il est clair que là, ça aggraverait considérablement les problèmes d'accès aux soins. Mais donc, c'est certainement pas la solution. Non, c'est un confort pour le médecin d'être salarié,
ça l'est pas forcément pour le malade. Absolument pas, absolument pas. C'est autre chose. On est là, vous prenez à un moment donné une phrase ou ce que dit Mathilde, mais il faut voir que c'est elle s'exprime dans une structure organisée. C'est-à-dire que l'offre de soins et l'offre de santé de la place santé, elle a été repensée, non pas dans une logique traditionnelle comme on faisait, mais simplement par une nouvelle organisation des soins. Les patients sont accueillis, les patients passent à la salle d'attente, est un café santé, il y a tout un travail en direction de la population et un gros travail pour faire en sorte que les gens viennent consulter lorsqu'il y a vraiment nécessité de consulter. Donc tout le travail d'éducation, tout le travail de réflexion en amont conduit à modifier aussi le type d'offre de soins qu'on fait. Et on ne fait pas que du soin, on fait de la santé. Et quand on passe du soin à la santé, on offre autre chose aux patients. Combien vous voyez de patients par an dans votre centre? J'ai entendu le chiffre de 600 tout à l'heure. Non, 6 000. 6 000. Et vous êtes combien de médecins? Il y a, en plein temps, il y a deux et demi plein temps. Mais je suis parfaitement d'accord sur l'histoire de, effectivement, repenser le modèle. C'est-à-dire faire en sorte que les médecins et l'ensemble des professions de santé travaillent de façon plus collective. On en a besoin. Parce qu'un cabinet sur 2, c'est un médecin isolé qui lui-même prend ses rendez-vous, qui lui-même ouvre la porte de ses patients pour les accueillir dans sa salle d'attente. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Donc oui, il faut mieux travailler ensemble. Oui, il faut travailler dans des équipes pluridisciplinaires et pas seulement entre médecins. Déjà, entre médecins généralistes et médecins spécialistes, on a quand même beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Il faut s'entourer effectivement du médico-social, qui est particulièrement utile. Donc je suis effectivement très admiratif du travail que vous faites et qui mérite d'être salué. Le problème, c'est qu'est-ce que ce modèle est transportable à l'ensemble du pays et en toute situation, c'est là la situation, vous comprenez bien. On y travaille. Est-ce que c'est une bonne réponse aux déserts médicaux des maisons de santé? Écoutez, en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le témoignage de cette jeune médecin montre bien que la profession médicale a évolué. Et que les médecins ne veulent plus, comme autrefois, être corvéables à merci et travailler 70 heures par semaine. Alors, contrairement à ce que pense le docteur Chasson, je ne suis pas un vieillard nostalgique qui aimerait qu'il y ait encore un médecin... je n'ai pas encore entendu ça. Dans chaque village. Non, mais je le dis parce que c'est un peu une caricature quand on nous répond « Ah, mais il ne peut pas y avoir un médecin dans chaque village ». C'est absolument pas ce qu'on demande, c'est absolument pas ce qu'on pense. Je crois effectivement, comme vous l'avez dit, docteur, qu'il faut aujourd'hui réorganiser les choses, réfléchir à l'échelle d'un périmètre pertinent en termes de satisfaction des besoins en matière de santé. Quand on crée une maison de santé dans votre département, est-ce que ça fonctionne? La maison de santé, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la panacée. Là aussi, parfois, on veut caricaturer les élus qui voudraient tous leur maison de santé. Je suis convaincu que la maison de santé, ça ne peut marcher que s'il y a des médecins qui sont à l'origine de cette maison de santé. J'ai malheureusement, dans mon département, sans aller chercher bien loin, des très belles maisons de santé qui se sont montées, qui ont coûté très cher parce que ça coûte beaucoup d'argent et qui n'ont pas de médécin. Et donc ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Non, bien sûr. Parce que si vous n'avez pas dès l'origine des médecins qui sont partie prenante, vous les faites pas venir. Alors vous avez aujourd'hui des élus qui sont obligés de battre ciel et terre, d'aller chercher quand ils y arrivent des médecins à l'étranger. Et il n'y a rien de pire que cela, parce que c'est un gâchis d'argent public, c'est une frustration terrible des élus et des citoyens. On a monté une maison de santé, ça a coûté, parce que ça coûte cher, ça a coûté 1 million, 2 millions, et vous n'avez pas de médecin. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que la maison de santé, c'est la solution. À mon avis, il y a un panel de solutions, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Bien sûr, on va en parler, mais bon, Dominique Despinot, il a écrit un petit livre sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une maison de santé réussisse? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà au démarrage... Il faut des médecins. Bon, oui, il faut déjà effectivement, je dirais même plus, un tandem médecin-élu. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, justement, le problème qu'on oublie, c'est qu'il y a un problème d'organisation des professionnels, mais il y a aussi un problème de soins, de santé, de services rendus à la population. Donc il y a un tandem professionnel de santé élu, une approche territoriale avec des objectifs de santé. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que ces deux jeunes, ils sont attirés aussi par le projet de santé que cet endroit, que ce centre de santé représente. Et moi, je rencontre, et j'étais en Basse-Normandie il n'y a pas longtemps, où un jeune est venu justement dans un endroit où il y a vraiment une problématique très forte, et pourtant c'est une petite ville, et qui dit, mais attendez, faites un projet de santé, vous aurez des jeunes. Il représentait le syndicat des remplaçants, des jeunes remplaçants. Donc, je pense que le démarrage... Et pourquoi vous dites dans votre livre que pour réussir une maison de santé, il faut résister aux syndicats médicaux et notamment à celui que préside Michel Chasson. Parce que vous le dites dans votre livre. Je le dis dans mon livre parce que je pense qu'il faut à un moment donné dire qu'il y a des choses, c'était avant quoi.
Et maintenant, il faut penser à l'avenir. Attendez, non, mais il faut cette penser vision... à l'avenir. Attendez. Et qu'aujourd'hui, attendez, laissez-moi finir, parce que l'explication, quand je dis... Parce que je le dis pas exactement comme ça, mais je dis qu'aujourd'hui, les syndicats médicaux sont dans des débats corporatistes trop figés, qu'aujourd'hui, on doit préparer l'avenir pour des jeunes. Et que ça, c'est extrêmement important en modèle d'organisation et en modèle, effectivement, nouveau. On ne peut pas... Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des anciens. J'en fais partie. J'étais enseignant en fac et c'est pour ça que j'ai dévissé ma plaque pour aider l'accompagnement de projets. On est en train d'essayer toujours de maintenir un système à l'ancienne. Ça, c'est pas possible. Notamment sur la question des rémunérations. Michel Chassaing, là vous êtes accusé. Le couplet corporatiste archaïque, franchement, le disque est complètement rayé, excusez-moi. Vous l'avez fait. Oui, non, attendez, c'est complètement rayé, c'est comme si on accusait les élus, enfin bref. Bon. Non, écoutez, je vous rappelle que le syndicat que je représente a inventé la médecine de groupe, d'accord, dans les années 60. Donc c'est pas vraiment d'aujourd'hui. Ça a été dur à l'époque. Ça a été dur, mais c'est pas parce que c'était dur qu'on l'a pas inventé. Et ce concept là, il est né dans la maison que je représente. Deuxièmement, le projet de la CSMS, c'est précisément de regrouper des médecins et de faire en sorte qu'on sorte du stade artisanal qui caractérise l'exercice libéral aujourd'hui vers un système beaucoup plus entrepreneurial et plus collectif. Donc on est parfaitement dans cette démarche-là. On est même justement dans une évolution qui vise à avoir des rémunérations transversales, des rémunérations d'équipe, qui associent le paiement à l'acte, qui associent le paiement forfaitaire, le paiement à la performance. Je vous rappelle que le syndicat que je représente a inventé et mis en place dans notre pays le paiement sur objectif de santé publique l'an dernier. Alors je veux dire, entendre le petit couplet là de savoir qu'un syndicat c'est archaïque, déjà cette équation, excusez-moi, mais elle est franchement... Je ne l'ai pas écrit comme ça. Non, mais c'est ce que vous venez de dire quand même. Je ne sais pas ce que vous écrivez, mais c'est ce que vous venez de dire. Alors si effectivement le salut passe uniquement par des boîtes privées de consulting que vous avez effectivement, franchement, je ne pense pas que ce soit de nature à faire considérablement avancer le débat. Donc s'il vous plaît, un peu de respect vis-à-vis des institutions que nous représentons et qui en plus sont élues. Vous savez, être élu, ça a une signification. D'accord? Et ça mérite du respect. Et non pas, comme ça, de jeter en pâture et dire que finalement on ne représente rien, qu'on est archaïque et qu'on n'est que des vieillards qui feraient mieux de prendre leur retraite. Vous êtes un élu, on va essayer d'être constructif et d'inventer. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour qu'il n'y ait pas de déserts médicaux? Qu'est-ce que vous proposeriez qu'on fasse? Écoutez, on va rendre les conclusions de notre groupe de travail en début d'année, donc je ne suis pas à même de vous dire exactement ce qu'on va proposer. Moi, ce que j'observe, c'est premièrement que le problème... peu ou prou, il existe depuis le début des années 90, il n'a fait que s'aggraver depuis, et que chaque gouvernement a bricolé en sortant des mesurettes. Et quand je vois la ministre qui dit « on va faire une concertation », mais naturellement, on ne réfléchira même pas à la possibilité d'avoir des mesures qui pourraient fâcher les médecins. Ça, c'est tout le poids du lobby médical qui est un vrai problème dans ce pays. C'est-à-dire, vous dites que les médecins, ils font peur en réalité à toute la classe politique. Tout à fait. Droite et gauche, hein? Tout à fait, pas le centre apparemment, parce que moi j'ai pas peur des médecins. Et j'observe que les politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils disent oui, il va peut-être falloir à un moment donné prendre des mesures fortes, des mesures, et j'y reviendrai, de régulation. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont tellement... Non, mais je vais y revenir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont tellement peur des médecins qu'il n'y a plus personne. Et c'est comme ça que la ministre, qui fait partie d'une famille politique, qui avait inscrit dans son programme politique un certain nombre de mesures coercitives à l'égard des médecins, là, elle fait machine arrière toute. Dans votre groupe socialiste, on verra ce que vous proposez. C'était pas dans le programme C'était pas dans le programme socialiste. C'était pas dans le programme socialiste. M'exprimer. Non, mais attendez. Alors, le programme du candidat Hollande, il n'y avait pas la suppression de liberté d'installation. Alors, si vous voulez, moi je crois qu'aujourd'hui, le vrai clivage, il est là. Est-ce que on considère qu'on peut y arriver uniquement par l'incitatif, ce que l'on essaie de faire dans ce pays depuis plus de 20 ans, et force est de constater que ça n'a pas marché, ou est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus loin? Moi, j'étais il y a quelques jours en Allemagne. Bon, les Allemands, ça fait 25 ans qu'ils ont mis en place un système qui pour eux n'est pas de la coercition, puisqu'ils disent on n'a pas voulu mettre en place des mesures coercitives. En revanche, on a mis en place un dispositif qui fait qu'un médecin qui va s'installer dans une zone surmédicalisée, il a le droit, il a tout à fait le droit, on n'en empêche pas, mais il n'est pas conventionné. Ah ben on le pénalise sacrément. Je vous explique comment c'est perçu en Allemagne. On sait très bien qu'en France, ce serait la révolte de nos amis médecins, qui sont, on le voit encore sur ce plateau, très vite irritables, n'est-ce pas, docteur? Et des patients. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on se contente d'être uniquement dans l'incitatif, ou est-ce que, et c'est là qu'on aura à trancher dans le groupe de travail, c'est pas encore fait, est-ce qu'on va un peu plus loin avec des mesures de régulation comme celle-là, ou encore plus loin, oui, comme ça a été débattu la semaine dernière dans une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été rejetée à la demande du gouvernement, qui était d'interdire l'installation des médecins dans des zones où on n'a pas besoin d'eux.
Voilà, on n'a pas besoin d'eux au sens où il y a déjà beaucoup de médecins. Mais je crois de toute manière qu'il faudra, dans ce rapport, je crois qu'on aura à cœur aussi de regarder l'ensemble des mesures qui doivent être prises. Parce que il y a aussi des choses à améliorer sur la formation des médecins. On va parler de la formation, mais je voudrais qu'on en reste à ce que vous avez dit. Didier Ménard, vous accepteriez comme médecin qu'on vous pénalise si vous vous installez dans une région où il y a trop de médecins? Quand on a dit qu'au Franc-Moisin, on allait faire venir les jeunes médecins au Franc-Moisin, tout le monde a rigolé. Franc-Moisin, la réputation et tout, personne viendra. Ils sont pas formés. Enfin, c'était repoussoir. Or, qu'est-ce qui a fait venir 5 jeunes médecins? C'est un projet. Les jeunes se sont inscrits dans un projet. Si partout, au fin fond, on construit un projet collectif qui donne du sens au projet professionnel, si on commence à bien comprendre que les médecins ne font plus simplement du soin, du soin, ordonnance, on fait maintenant de la santé. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de l'ensemble de la santé des patients. Les problématiques de médecine aujourd'hui sont pas celles d'hier. On peut pas y répondre comme on était hier. Donc, si on fait un projet intéressant, projet professionnel qui permet aussi de vivre en dehors de la médecine, qui peut partager un certain nombre de choses, qui permet aux médecins et aux autres soignants de se former, qui délègue des tâches, enfin tout ce qu'on a nous construit à Saint-Denis, on fera venir des jeunes médecins. Dominique Despinois, ça marche d'attirer les médecins par des projets? Oui, bien sûr. Et justement, je voulais rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, quand je vous entends, je dis attention, faisons des efforts réels pour permettre d'avoir des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire effectivement des projets, des organisations, et ça marche. Les centres de santé, les maisons de santé et les organisations en pôle de santé où souvent il y a parfois une structure collective, ça fonctionne, ça attire les jeunes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le dernier bulletin du Conseil de l'Ordre, il y a des chiffres qui montrent qu'effectivement, il y a un petit mouvement positif sur la réinstallation en médecine libérale. Donc ça marche à condition de ne pas proposer des cabinets isolés. Et je pense toujours aux médecins stagiaires qui vont faire des stages en médecine générale dans des cabinets isolés, qui disent « Ah, c'est très intéressant la médecine générale, mais je ne veux pas travailler comme ça. » Michel Chassan, ce qu'on pratique en Allemagne, vous ne voulez pas en entendre parler. Attendez. Ne caricaturons pas. Il y a un sujet, je comprends très bien que monsieur le sénateur soit sous la pression, et notamment de la population, et je comprends bien qu'un certain nombre d'élus locaux sont sous la pression de leurs administrés, dont je comprends parfaitement bien. Leurs administrés, c'est vos patients, enfin. Oui, mais bon, je comprends le sujet. Non, mais je comprends le sujet. Le sujet, et donc nous le partageons, évidemment. Et donc le tout, c'est de trouver la bonne solution. Je pense que la coercition n'est pas la bonne solution. Parce que, finalement, rien n'obligera un jeune à aller s'installer et faire sa vie, surtout qu'en plus l'âge moyen d'installation est à 38 ans aujourd'hui, là où il ne le veut pas. Donc ce qu'il faut, et là je suis parfaitement d'accord avec Didier Ménard, ce qu'il faut c'est créer des conditions favorables à l'exercice de la médecine, faire en sorte que les jeunes retrouvent du goût pour exercer la médecine de proximité, faire en sorte qu'on revalorise ce type de médecine, qu'on accompagne les regroupements, qu'on accompagne les projets professionnels regroupés et que de l'ensemble des professionnels. Et pour ça, il faut les accompagner. Or, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant pour monter des structures collectives. Or, ce qu'il faut, c'est fluidifier tout cela et le favoriser plutôt que de mettre le bâton dans les roues. Or, aujourd'hui, c'est contraignant. C'est ça le vrai sujet. Dans les 4-5 minutes qui nous restent, il y a une question essentielle qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'il faut modifier la formation du médecin aujourd'hui? Oui. Et profondément. Vous dites oui. J'aimerais quand même rappeler que le président du Conseil de l'Ordre des médecins a lui-même suggéré qu'on oblige les jeunes diplômés à aller pour une durée déterminée, je crois, de 3 ans. Il est revenu sur sa position. Cessez de m'interrompre sans arrêt, docteur. Vous ne pouvez pas dire des choses qui sont fausses. Puisqu'il vient juste de revenir sur sa position. C'est tout à fait établi. C'était une déclaration du président du Conseil de l'Ordre des médecins. C'était une déclaration personnelle. Le Conseil de l'Ordre est revenu sur cette position-là. Cessez d'interrompre tous les gens qui ne sont pas sur votre ligne. Dans la formation du médecin. Qu'est-ce qu'on transforme dans la formation du médecin? Je crois qu'aujourd'hui, dans la formation du médecin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, la formation, elle est tournée vers l'hôpital. Donc un étudiant en médecine, il a quasiment jamais l'occasion d'aller voir ce que c'est que la médecine de ville. Même les médecins généralistes, les futurs médecins généralistes qui normalement doivent faire un stage, à peine la moitié le font. Ensuite, c'est dit dans le reportage, il y a des lacunes énormes. On n'incite pas les étudiants, on ne leur initie pas les notions psychologiques nécessaires à une consultation, on ne leur donne
donc une notion de gestion. Quand on est médecin libéral, c'est quand même important d'avoir aussi ces notions. Donc aujourd'hui, on a une formation des futurs médecins qui est vraiment, me semble-t-il, plus adaptée à la réalité de la profession de médecin. Michel Chassan, qu'est-ce que vous transformez dans la formation du médecin aujourd'hui? Je suis d'accord, là, pour une fois, je suis d'accord avec ce que vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut une immersion beaucoup plus rapide et beaucoup plus significative en milieu libéral. Aujourd'hui, il y a un mépris, non, il faut dire les choses, il y a un mépris de la part du monde hospitalo-universitaire, qui est le lieu de formation de nos jeunes, vis-à-vis de la médecine de proximité et de cette médecine, justement, médecine générale ou médecine de groupe et autres. Et donc, il faut, au contraire, aller dans une autre direction et la valoriser et pas faire l'inverse. Ça veut dire qu'il faut que les jeunes aient accès à un stage obligatoire au cours de leurs études et volontiers dans les zones précisément où on a besoin. Comment? C'est de la coercition, ça? Non, mais attendez, le sujet, c'est de la formation. Je vous signale que la formation, il y a des règles dans une formation qui obligent à avoir un certain nombre de stages et qu'il y ait des stages obligatoires qui soient dans le milieu dans lequel ces jeunes vont exercer, puisque 1 sur 2 au moins va exercer en libéral. C'est pas valable que pour les généralistes, c'est aussi valable pour les pédiatres, pour les endocrinos, pour les gynécos. Et donc, il faut effectivement que, on se forme à l'hôpital, parce que c'est essentiel. Mais qu'on se forme là, aussi on a vu en un ville. médecin qui est dans le centre de santé après avoir fait un stage chez vous. Oui, mais donc ça fonctionne, les stages. Nous sommes lieu de formation, travaillons avec l'université. À la place santé, il y a maintenant des externes, il y a maintenant des internes. Donc nous sommes un lieu de formation pour faire découvrir, faire découvrir tous les enjeux et tout le plaisir qu'il peut y avoir à faire de la médecine générale. Tout ce qu'il y a de responsabilité à s'occuper aujourd'hui de la santé d'une population. Comment on va travailler avec les habitants? Parce que ce documentaire montre ce que font les médecins, mais montre assez peu, pas suffisamment peut-être, mais ça serait un autre film, sur tout le travail collectif, les ateliers, tout le travail avec les habitants, tout ce travail-là. Il faut savoir que les jeunes, ils font 30 heures de soins, mais ils ont 5 heures rémunérés pour porter des projets de santé publique. C'est-à-dire que le soin est une dimension essentielle, mais pas uniquement le travail des jeunes médecins. Dominique Despinoy. Oui, concluez sur la formation. Sur la formation, je dirais l'objectif. Vous remarquez que dans les études de médecine, tous les étudiants viennent des villes. Hein, et voilà, dites... c'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'il y a certainement aussi un problème de sélection du mode d'entrée, le profil d'entrée en médecine est toujours le même. Mais au-delà, pour agir vite, il faut une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire dans chaque région, voire plusieurs, parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut attirer les jeunes, et pour ça, il faut valoriser la filière médecine générale dans la filière universitaire, ce qui est en route, ce qui est il y a déjà des choses positives de fait, mais il faut vraiment y mettre les moyens pour qu'il y ait un chef de clinique en ambulatoire à chaque fois, qui reçoive des externes, puis des internes, et si on peut avoir 2 ou 3 maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires dans chaque région, on remportera certainement du succès. Alors voilà des idées pour votre groupe de travail, Hervé Moret. Un nombre d'idées, absolument. Quand est-ce que vous remettez donc vos conclusions au Sénat? Je pense qu'on pourra les remettre fin janvier, début février. C'est-à-dire vous allez alimenter le débat qu'a lancé Marisol Touraine, même si vous êtes un peu sceptique, quoi. Non, c'est-à-dire que contrairement à Marisol Touraine, on ne s'interdit rien. Elle, d'entrée de jeu, elle dit qu'il ne faut surtout pas contrarier les médecins, donc on ne proposera rien qui puisse les contrarier. Nous, on s'interdit rien. On a bien compris que vous allez mettre en colère. Non, mais écoutez, l'essentiel n'est pas que le docteur Chassan soit en colère ou ne soit pas en colère. L'essentiel n'est pas qu'il m'aime ou qu'il me déteste. L'important est qu'on essaie de régler le problème pour que tous les citoyens soient égaux devant la médecine. On est d'accord. Ah, c'est formidable. Formidable. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir bien débattu. Merci Hervé Moret, Michel Chassan, Didier Ménard, Dominique Despinoy. Comme le débat ne fait que commencer, vous aurez sûrement l'occasion de vous rencontrer à nouveau. Mais c'est bien que vous l'ayez fait en premier à Public Sénat. Et merci à Aurélie Dafas qui nous aide à préparer ces débats et ces émissions. La semaine prochaine, Benoît Duquesne sur un autre débat, la jeunesse en milieu rural. À très bientôt.